My name is Jérémie and I'm a music artist. And I work as a composer, a conductor, and also a director. I think when it comes to studying composition, you begin studying composition much earlier than you realize. It's a process of growing as a person, I think, and then making a conscious decision that music will be the language through which you will express yourself. And for me, that decision came quite late, actually. There are a lot of composers who know when they're a teenager that music is their language. I didn't know until quite late, but I think that has its benefits. Well, I guess lots of people start writing music for different reasons. For me, it's about passing on a secret message. It actually started when I fell in love with a boy in school. But I didn't know how to express this. And so what I did was just to write a song that we played in a school concert. So it's a very trivial story, but actually that was probably my first composition. And looking back now, what I do is not so different. It's about giving or sharing secret messages, which are not teaching messages, but it's a way to find people with whom you connect with. Well, composing music for me never starts with a blank page. As when I sit down to write, I've already got notes and ideas with which I've been traveling for a very long time. The writers that I've been reading and engaging with the last couple of years actually are very French. I've been reading a lot of Alain Badiou, Michel Foucault and Jacques Lacan, that history of philosophy. And that has really influenced a lot of my work through the last 2 years. It's questioning the way that we look at the world, how many perspectives and how many levels of distance there is between what's real and how we perceive it. And that's become a very large part of my body of work, particularly the opera which I just created last year, which actually the title from the piece is actually a question which is in the libretto of that opera. So all my works are interconnected, that I'm creating an opera over, say, 5 years, but in the meanwhile, there's another branch that grows out of it, like a tree, into a different work. And it's a continual organic growth, let's say. That's very particular to me. That's not how every composer works. But yeah, that's how it seems to be right now. So the work today that we premiered was an orchestral piece. And I'm very interested in finding different ways of organization. So traditionally in the classical arts, it's very much a pyramid. So any classical music is written to be conducted, in fact. And this pyramid of hierarchy, this hierarchy of power, is something that is very much on my mind as a question. And the question that I started with to create this piece today was, are there better or more interesting ways to organize 44 people on stage? The 44 people that we used in Mahler, Blumina. And through that, I found a way to create anchor points and almost like an ecosystem. So we have callers, which are, let's say, the primal beasts, and the chorus, which is the human voice, and the strings, which create a sort of crowd, let's say, around what is happening. And then you have the very literal birds. One of the loudest voices in this piece is actually the voice of birds. We have 3 different layers. There are the literal transcriptions of a recording which was made by the Hawaii o'o bird. He was the last of his species, and for his whole life he was calling out for a mate, but of course he was the last one, and so he never got a response. And I found that to be a very beautiful story and very sad. The second one is actually a reconstruction of what scientists believe that an animal could have sounded like. It's a very large bird, for which we only have fossils. So it became extinct before we
as humans, created sound recording. So that's the second type of bird. And then the third type of bird is the imaginary bird, which is the one that also composers like Mahler would use, which really, they capture the essence of a bird, but aren't literal transcriptions. And so with the interplay of these three, I created a sort of montage of a world where extinction, death, but also the question for how we should look at the future is very much present. I would describe this creation as quite hopeful, because it's a question that asks us to look to the future and to listen to what still exists before it doesn't exist, while we still have the chance to experience the life of birds, because there will be a generation in the future who won't have this. So I do believe that we should make the most of it. Well, the first performance of any new work is always very strange, because you've had this music in your head, you have an idea of it, but you've never actually heard it. It's a bit like looking at a photo in 2D and then seeing the 3D building, but then for your ears. And of course, the first moment, it's also very overwhelming, just because it's that transition from imaginary to real. And a chamber orchestra such as the Chamber Orchestra of Paris, they're an ensemble that are very fluid, but at the same time they can shape-shift into a sort of symphonic language. And that's a really interesting area to be in. And what they offered were ways to make the sound richer and also, to the extreme, more intimate than I had imagined. So this creation was supported by Diaphonique and SACEM, which of course we're very, very grateful for, because without these possibilities to make music, I don't know, our lives are just not as great.
Voilà cette pièce de Jamie Mann que vous venez d'entendre pour la première fois. Jamie Mann va nous rejoindre sur la scène pour parler justement de la façon dont elle compose. Vous avez vu que c'est une pièce pleine de surprises, sonores mais aussi visuelles, puisqu'on est plongé complètement dans le noir à la fin de cette pièce. Et donc je vous parlais de l'effet de spatialisation, donc cette technique où on répartit les sources sonores, les sources musicales dans le théâtre. Peut-être vous aviez repéré les musiciens. En fait, cet effet sert aussi à entourer le public de la musique pour qu'on soit vraiment immergé, plongé dans l'œuvre du compositeur. Et de ces nappes sonores, de ces nappes de timbre, vont émerger certaines phrases musicales rapides, certaines phrases extrêmes dans les registres, parfois très aigus, parfois très graves, comme une espèce de ponctuation dans ce grand paysage. On ne sait jamais en fait d'où vient le son, et c'est quelque chose justement de récurrent dans le travail de Jamie Mann. Souvent, le son est déconnecté de la vue. Alors est-ce que Jamie Mann peut nous rejoindre ? Alors je vais poser les questions en anglais et puis ensuite donc, il va y avoir un petit décalage. Donc on était en train de parler de la spatialisation, que vous l'utilisiez souvent dans votre travail. Et puis est-ce que vous pouvez nous expliquer ici comment ça marche ? Hello. Bonjour. Yes, so, well, first I'd like to say thank you very much for coming to the concert. It's really wonderful to be able to make live music again. Vous avez peut-être besoin, je ne sais pas si vous avez besoin que je traduise, mais merci beaucoup pour votre venue. Ça fait vraiment très plaisir de pouvoir à nouveau faire de la musique en direct, en live. Because of course music doesn't live unless it's in space, unless it's performed. And so for me, a space is actually the first instrument that I'm thinking about when I'm composing. Parce que justement, la musique n'est pas vraiment de la musique tant qu'elle n'est pas jouée dans un espace. Et l'espace, pour moi, c'est presque le premier instrument auquel je pense quand je commence à composer. So from the very start, where the sound is coming from, the direction, is very important. And for this piece, because I wanted to say something about calling and not getting response and what that feels like, I went with the number 2. So we have oboe and a bassoon on stage, and then an oboe and a bassoon in the balcon. Donc, ce qui est important aussi pour moi dans la spatialisation, c'est la direction du son et voir comment le son peut se répondre ou non. Et donc ici, dans cette pièce, on a à la fois un basson sur scène, un basson, je ne sais pas si vous avez vu, tous les instrumentistes sont là-haut au tout dernier balcon, un oboïste sur scène, un oboïste tout là-haut et 4 cornistes. Yes, so in addition we have the 4 horns. And then the heart of the orchestra, which is right in the center, is the timpani. Et vraiment le cœur de l'orchestre qui est vraiment au centre, ce sont les timbales qui sont tout au fond. Alors, y a quelque chose aussi de spécial dans cette pièce, c'est le fondu au noir à la fin. Je crois que vous avez écrit d'ailleurs une pièce basée sur une œuvre de Pierre Soulages. Le noir, c'est quelque chose de très important. Je traduis. Pierre Soulages? Yes, well, discovering Pierre Soulages was really revelationary to me because, as I'm sure you know, he says he creates these canvases which are all black, but black textured. So he says he's not painting with the black, he's painting with the light that's reflected in different ways on the black textures. Je vais peut-être... Donc Pierre Soulages, pour Jérémie, a été une vraie révélation puisqu'il ne peint effectivement qu'avec du noir, mais ce qui l'intéresse, c'est la lumière qui se réfléchit dans le noir et les couleurs, les lumières qui en émergent. So in fact, in the same way that his black, his darkness is allowing us to see light in different ways, I use darkness to allow us to hear in different ways. Donc comme Pierre Soulages utilise le noir pour voir la lumière, Jamie Mann, elle utilise le noir pour entendre une nouvelle façon.
Alors ici justement on va peut-être écouter ce que ça rend, juste les instruments qui sont placés en haut dans les balcons, puisque le but c'était de créer des vagues sonores qui circulent autour de la salle et autour du public. Est-ce qu'on pourrait entendre justement les instruments qui sont tout là-haut ? Alors le but aussi, c'est qu'on ne sache pas d'où vient le son. C'est important d'essayer de deviner, de faire appel à son oreille. Yes, I mean, I think that the mystery is pretty solved in here, and we've got instruments at the top. But the idea is that they create a sort of crescent because there are 4 of them who echo each other. It's just a way of feeling enveloped inside the sound in a very easy way, actually, when you have balconies and you're in this kind of theatre. Normalement, on garde un peu le mystère, on n'est pas censé voir les musiciens, mais c'est vraiment cette sensation d'être enveloppé par le son, même s'ils sont tous regroupés à un endroit dans le théâtre. Alors, je voudrais aussi revenir sur le titre, qui est un peu étonnant. Connaissez-vous le cri du Chocard ? Qu'est-ce que c'est un chocard ? So, in fact, I think in French it's Chocard avec jaune. Chocard avec jaune. Jaune, that's one, yes. But Chocard, I chose it short just because it has a better ring, actually. Parce qu'il avait un joli nom. C'est un oiseau, le chocard avec jaune. So in fact, it's the bird that nests highest in the world. And actually, what I was interested in is extinct birds, so dead birds. For instance, the story of the Hawaii o'o. Alors, justement, ce qui est intéressant d'abord dans le chocard, c'est parce que c'est un des oiseaux qui vit dans les nids les plus hauts du monde. Et vous m'aviez dit aussi, c'est parce qu'ils peuvent observer le monde, et j'imagine que quand ils nous observent, ils n'ont plus envie de chanter, mais ils ont envie de crier. Ah, yes, yes. Vous me l'avez dit. Yes. Yes, so that when it's looking at the world, I mean, it's a very romanticized idea that birds sing in the same that we think of singing. But in addition to that, the question is an invitation. It's an invitation to ask you to listen to the birds and to know what they sound like before they become the Hawaii o'o, the extinct bird of our generation. C'est aussi une invitation, cette pièce, à écouter le son des oiseaux avant qu'ils soient en voie d'extinction, pour connaître le son des oiseaux, mais aussi de la nature. Et donc, vous êtes inspiré de 2 oiseaux, vous avez commencé à en parler. Le premier oiseau s'appelle le Kauai-o, ou le moa du Kauai, qui est un petit oiseau noir au long bec et qui est une espèce éteinte, en tout cas une espèce qu'on n'a pas vue réapparaître depuis 1987 et qui était surtout vue sur l'île d'Hawaï. Alors on va l'écouter, cet oiseau, et après on écoutera en musique ce que ça donne. Est-ce qu'on peut avoir le premier enregistrement des oiseaux ? Donc le Kauai-o. Voilà pour ce petit oiseau. Et en musique, vous allez utiliser le hautbois. Alors on va entendre 2 extraits de hautbois qui justement représentent, transcrivent le cri de ce petit oiseau. Est-ce qu'on peut entendre le premier hautbois ? Voilà ce jeu de questions-réponses. Et puis il y a un deuxième oiseau, le moa géant. Comment vous l'avez connu, cet oiseau ? So I was looking actually into dead bird skeletons and the history of, or birds that
we have fossils of, but we don't have recordings of. Donc j'étais intéressée, je regardais en fait des squelettes d'oiseaux qui étaient donc des espèces éteintes et je m'intéressais justement aux enregistrements ou aux noms d'enregistrements qu'on avait de ces oiseaux. And I found a library of reconstructions that scientists made of what they suspect or guess these birds could sound like. And quite often they're very big birds, especially in Australia, where they don't fly, but they're really huge animals, as big as cows. Et j'ai trouvé cette bibliothèque faite par des chercheurs, des scientifiques qui ont essayé de reconstituer les sons d'animaux éteints. Et j'ai trouvé cet énorme oiseau, parce que le moa, on ne peut pas vous diffuser d'image, vous irez voir, mais c'est une espèce d'énorme autruche sur des pattes courtes. Et effectivement, ce sont des oiseaux, les moas, qui ne pouvaient pas voler. C'était des oiseaux coureurs et qui se sont éteints au XVe siècle. On va l'écouter, ce moa, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième enregistrement ? Alors ce moa dans votre pièce, eh bien, c'est les bassons et les contrebasses qui vont en prendre le rôle. Alors on va écouter d'abord les bassons. Et les contrebasses. On retrouve aussi des oiseaux imaginaires dans votre pièce qui sont toujours interprétés par des instruments à vent. Alors, on va écouter ces oiseaux qui s'enchaînent et je crois que c'est une référence à Malheur et à son coucou. Yeah, so Blumina, which is written and used originally in Mahler's First Symphony, which was later taken out. He also references a cuckoo, but it sounds nothing like a cuckoo. It's completely the wrong interval and it's the wrong, it's up, not down. Oui, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans Mahler utilise dans son premier mouvement le son qui est censé être celui du coucou, mais en fait c'est un coucou faux, puisque la direction de l'intervalle est mauvaise, c'est-à-dire que c'est une carte qui descend alors qu'elle devrait monter. But when you listen to the opening of the symphony, it sounds like a cuckoo. Mais quand on écoute l'ouverture de la symphonie, ça sonne comme un coucou. And I found that particularly fascinating. Et j'ai trouvé ça particulièrement fascinant. And I realized that actually with birds, there is the real, actually what they sound like, what we think they sound like. And then if I ask anyone to imagine a bird call, it might not actually sound like a real bird call because we have these romanticized and imagined ideas. Et pour les oiseaux, on imagine parfois le son qu'ils peuvent faire, il y a un décalage avec le son réel qu'ils font, puisqu'on a une image un peu romantique du son des oiseaux, du vrai son des oiseaux. Alors vous, du coup, vous n'utilisez pas la carte, vous utilisez la tierce, donc un intervalle de 3 sons, parfois majeurs, un peu plus éclairés, parfois mineurs. On va écouter cette tierce qui se balade dans les instruments à vent, trompette, basson, hautbois, et de nouveau les bassons. Est-ce qu'on peut entendre ces tierces qui s'enchaînent ? So in the abstraction of just an interval, I replicated and played with it in the same way that Mahler does in the First Symphony. Donc dans l'abstraction entre les intervalles entre chaque tierce, Jérémie a répliqué le même intervalle que Mahler dans sa première symphonie. On va parler aussi du cri,
parce que le cri, c'est quelque chose qui revient souvent, même dans l'extrait de poème que vous avez choisi. Rilke écrit « Les oiseaux, ils crient ». Et le cri, vous disiez, c'est une réaction qu'on peut avoir face à différentes émotions. Well, I mean, screaming for me is very interesting, or at least the sounds, because a scream, like crying, it brings us to the periphery of both joy and sadness at the most extreme moments in our lives. Le cri est extrêmement intéressant parce que, comme le fait de pleurer, ça nous amène à la périphérie de différentes émotions, comme à la fois la joie, mais aussi la tristesse ou encore la peur. Le cri, c'est aussi parce que les oiseaux n'arrivent plus à chanter. Vous essayez d'attirer notre attention sur une nature à préserver, un peu comme le faisait Raymond Murray-Schaeffer et son concept d'écologie sonore. Well, yes, in the same way that I'm referencing birds. Yeah, like Messiaen, Raymond Murray-Schaeffer. Yes, yes. Bon, tant mieux. Alors, justement, le cri, c'est aussi humain et vous incorporez de la voix humaine tout au long de la pièce. Alors, on l'a sous différentes formes. On l'a sous bouche, avec de la bouche fermée. On a les violoncellistes qui, en même temps qu'ils jouent une note avec leur archet, vont tenir une note bouche fermée. Est-ce qu'on peut peut-être entendre d'abord juste la note bouche fermée ? Est-ce que vous l'entendez ? C'est une espèce de vibration très 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 grave. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire plus fort. Mais ça crée ici une vibration assez importante. Et par-dessus, ils vont tenir une note presque à l'extrême. Est-ce qu'on peut entendre les deux cumulés ? C'est très subtil. Et puis, on va ensuite avoir toutes les cordes qui vont, elles, jouer plusieurs notes, ce qui va créer en fait une nouvelle couleur, une nouvelle nuance de couleur, un peu comme quand on projette de la lumière à travers un prisme. Et puis, tous les instrumentistes à cordes vont se mettre à parler. La voix va être présente dans la pièce sur un texte qui se répète et qui est traduit en fonction du pays où sera jouée la pièce de Jérémie. Donc ici, c'est « Je rêvais que tu rêvais que je rêvais » ou « Nous rêvions que nous rêvions que nous rêvions ». On va écouter cette partie par tous les instrumentistes à cordes. Donc vous l'aurez compris, c'est une pièce connectée à la nature, connectée à l'humain. Il nous manque les battements du cœur. Vous le disiez, l'instrument central, c'est les timbales. C'est le rythme qui est instigé par les timbales, qui est parfois irrégulier, soumis à différentes émotions. On va l'écouter. Et à ces timbales se rajoutent aussi les contrebasses.
Je vous propose quand même qu'on donne la parole à un des musiciens de l'orchestre. Elle est un violoncelliste. J'avais envie d'avoir l'avis d'un musicien parce que quand même, les repères, j'imagine, sont un peu chamboulés dans ce genre de pièce, entre la spatialisation, la demande de faire de la bouche fermée, de parler. Comment on approche, comment on travaille une pièce comme ça? C'est très différent de Malheur quand même. Très, oui. Comment on travaille? En fait, on a l'aide d'une partition et, qui est quand même bien codée. On a même un petit lexique avec des notations qui sont bien précisées. Et quand on est dans le noir à la fin, c'est du par cœur? Oui, mais la matière est très succincte à ce moment-là, donc c'est pas un problème du tout, le par cœur. Très bien, mais merci. À ce moment-là.